graves, psychiatriques graves, et avec quoi on a à se débattre, à se dépatouiller pour pouvoir effectivement améliorer la santé des personnes que l'on prend en charge. Et ensuite, j'essaierai de pointer quelques enjeux éthiques pour surtout ouvrir la discussion peut-être avec vous sur ces aspects-là. Alors tout à l'heure, le philosophe a parlé des expressions autour du terme de fou. Il y en a une qu'il n'a pas utilisée, c'est fou allié. Donc c'est moi qui fais cette partie du magazine. Parce qu'effectivement, la psychiatrie, c'est la seule discipline médicale, vous le savez, où l'on peut contraindre un patient à se soigner. Il n'y a pas cette possibilité dans les autres disciplines. Et donc, ça fait de la psychiatrie, ça fait des psychiatres, des personnes dont l'image peut être effectivement mal perçue, hein, et on peut être taxé de maltraitance, de non-respect de l'autonomie du sujet. Quelques exemples de ces échos qu'on peut recevoir comme ça en retour. Ça, c'est une affiche de mai 68 dénonçant le rôle intégralement répressif de la psychiatrie. Dénonçons la psychiatrie policière. Ça fait écho à ce que disait tout à l'heure le philosophe sur la question de savoir si finalement cette organisation autour de la folie, c'est une organisation qui est mise en place par la société ou si ça vient contrevenir aux lois de la nature. Alors plus récemment, puis on en parlait tout à l'heure là, à la pause, eh bien, on est fréquemment confronté à des mouvements individuels ou collectifs. Là, c'est sur les réseaux. Hein. Si c'est contraint, c'est pas du soin. Enfin, des réactions comme ça assez véhémentes contre la psychiatrie. Donc, j'avais dit qu'on ferait un petit volet historique, voire préhistorique. Donc, avant la psychiatrie, comment ça se passait avant la psychiatrie? On voit là les séquelles de traitement de trépanation sur ce crâne préhistorique. Je ne sais pas si on avait respecté l'autonomie de la personne avant de lui faire ce trou, mais toujours est-il que c'est une des séquelles comme ça de traitement qui pouvait être proposée à une époque. Et puis après, vous savez que la plupart du temps, eh bien, toutes les personnes qui présentaient des troubles psychiatriques, des troubles psychiques, donc qui étaient fous au sens du terme qui nous a été rebrossé tout à l'heure, eh bien, les personnes étaient prises en charge habituellement par leurs proches, parfois dans des institutions, mais qui n'étaient pas des institutions spécialisées, qui étaient des institutions où on mélangeait à la fois des patients, ce qu'on peut appeler des patients, et puis des vieillards, des vagabonds, des orphelins, des pauvres, hein, et tout ça a été placé dans les mêmes lieux, sans forcément que la question du soin soit bien sûr mise en place. On sait aussi que auparavant, les personnes atteintes de maladies mentales, ça nous a été rappelé tout à l'heure, on a pu considérer qu'elles étaient possédées. Et eh bien, il n'a pas été rare que certaines aient pu être brûlées pour sorcellerie. C'est à partir de 1656 que Louis XIV a créé des hôpitaux généraux où ont été enfermées toutes les personnes qui contrevenaient, qui étaient en dehors du cadre de la société de l'époque. Ça, c'est William Norris, c'est une illustration assez célèbre d'une personne qui était donc enfermée. Alors, c'est pas en France, hein, c'était dans un prieuré fondé en 1247, qui a servi d'hôpital à partir de 1330 et qui a accueilli des fous, c'est comme ça que c'était écrit, à partir de 1403. Et donc à cette époque-là, eh bien non seulement on enfermait les personnes, mais aussi eh bien, il était possible de venir les visiter comme on visite un zoo, hein, c'est-à-dire que l'asile était ouvert aux visiteurs publics qui payaient et qui pouvaient venir voir. Alors c'était ici, là, dans cet endroit-là, c'était le premier mardi de chaque mois. Et on nous dit qu'en 1814, il y a eu 96 000 visiteurs qui sont venus voir les folles et les fous de Bedlam. Et puis il y a la naissance de la psychiatrie, hein, à partir de
de ce mythe fondateur là, de Philippe Pinel qui délivre les aliénés à la Salpêtrière, qui vient donc créer, et c'est ce à quoi on se réfère dans la naissance de la psychiatrie. Alors, Gladys Swain, elle précise bien que ce geste libérateur des fous, c'est plus un mythe qui a été fabriqué après coup, mais il est bien précisé que Philippe Pinel, ce qui fait qu'il est considéré comme le fondateur de la psychiatrie, c'est que finalement, il s'est attribué les pouvoirs exercés par l'infirmier. Vous savez que dans cette histoire-là, c'est surtout Jean-Baptiste Pussin qui a libéré les fous et qui a fait évoluer le soin psychiatrique, y compris d'ailleurs dans le traitement moral. Jacques Postel, qui est aussi un historien de la psychiatrie, dit bien que Pinel, ce qu'il a inventé lui, c'est l'observation. C'est les représentations existentielles de la folie qui vont donner lieu à un art de diagnostiquer, de soigner, de classer, et avec Pussin sur le traitement moral. Donc la psychiatrie, elle naît à partir de ce moment-là. Et dans les suites, est promulguée une loi, la loi des aliénés, le 30 juin 1838. Donc cette loi, elle vient préciser 3 choses en particulier. La première chose, c'est qu'il va falloir que chaque département se dote d'établissements de psychiatrie pour accueillir les personnes. Cette loi, elle met en avant et elle essaye déjà de mettre en avant une amélioration des conditions d'internement des malades. La loi permet par exemple la mise en place d'activités rémunérées pour les malades à l'intérieur des établissements. Et donc cette loi, elle précise aussi 2 modalités d'hospitalisation donc sous contrainte, le placement volontaire, comme on appelait à l'époque, et le placement d'office. Alors cette loi du 30 juin 1938, elle a subi des évolutions dès 1990, donc vous voyez qu'il s'est passé un peu de temps entre les deux, puis en 2011 et enfin en 2013. Aujourd'hui, donc, la loi qui organise les soins sous contrainte, en privation de liberté, c'est cette dernière loi. La loi, le cadre légal, il précise 2 modalités d'hospitalisation contraignantes. Celle qu'on appelle à la demande d'un tiers, qui concerne plutôt des personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes ou qui se mettent en... C'est pour ça que tout à l'heure, je ne pouvais pas faire autrement que de réagir sur l'inconfort de nos malades. Et puis l'autre modalité d'hospitalisation, c'est une hospitalisation donc à la demande du représentant de l'État. Là, ça concerne les personnes qui troublent l'ordre public et la sécurité des personnes. Il y a des critères médicaux qui doivent être présents pour pouvoir justifier d'une hospitalisation sans consentement d'une personne. Il faut déjà que cette personne présente des troubles psychiatriques graves, on ne peut pas le faire pour autre chose. Il faut qu'il y ait l'impossibilité pour le patient de consentir aux soins, la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante en milieu hospitalier, et donc que la personne présente un danger pour elle-même, un risque suicidaire, des phénomènes d'automutilation ou un danger pour autrui. Finalement, donc, le simple refus de soins ne suffit pas à justifier une hospitalisation sans consentement. Donc il y a un grand nombre de pathologies, y compris psychiatriques, pour lesquelles on ne peut pas contraindre la personne à des soins, en particulier donc, dans le domaine des addictions, dans le domaine des troubles de la personnalité. Ces dispositifs ne doivent pas s'appliquer. Et donc la contrainte de soins, ce n'est pas seulement une décision qui est prise parce que c'est bon pour le malade de se faire soigner, c'est bon pour sa santé, et donc toute problématique de santé psychique ne donne pas lieu à une possibilité de contrainte de soins. Avec la loi actuelle, on a donc un dispositif qui a été modifié, qui aujourd'hui donc permet, y compris des hospitalisations donc à la demande d'un tiers, mais y compris sans tiers pour des situations très particulières de péril imminent. C'était compliqué quand des personnes étaient prises en charge aux urgences des hôpitaux avec des troubles psychiatriques majeurs et qui n'avaient pas d'entourage mobilisable ou existant. Et donc on n'avait pas de dispositif pour pouvoir les prendre en charge. Et donc la loi a créé maintenant le péril imminent qui le permet. La loi, elle dit que finalement, on a 72 heures pour évaluer la situation des personnes et préciser si, au-delà de cette période initiale de soins et d'observation, il faut poursuivre la contrainte de soins.
Il y a dans la loi la création, y compris de soins ambulatoires sous contrainte, on pourra éventuellement en parler, et puis la loi prévoit que un juge, le juge des libertés et de la détention, puisse statuer sur ces privations de liberté. Les lois précédentes avaient été considérées comme inconstitutionnelles parce qu'il n'y avait pas de juge qui se prononçait. Et c'est dans les lois les plus récentes que le juge des libertés est apparu et qui vient statuer, on en dira un mot, sur la nécessité ou non de maintenir cette contrainte de soins. La loi, elle a aussi prévu de renforcer les droits des patients qui font l'objet d'une privation de liberté, avec une obligation d'informer les patients sur leurs droits et les voies de recours à chaque temps des soins. Le juge y veille particulièrement. Et donc, on doit recueillir les observations des patients sur les décisions qui les concernent. Les droits qui leur sont maintenus, même s'ils sont sans consentement aux soins, c'est un droit à l'information sur leur situation juridique et leurs droits, le droit de communiquer avec les autorités, préfet, procureur, juge des libertés et de la détention, le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, le droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de leur choix, le droit de vote et le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de leur choix. Le rôle du juge des libertés et de la détention, donc, qui a été maintenant introduit dans la loi et qui est incontournable, qui intervient donc au 12e jour de l'hospitalisation, si l'hospitalisation se prolonge. On a dit qu'il y avait une période d'observation de 72 heures, au-delà de laquelle, si ça se prolonge, entre le 6e et le 8e jour, il faut informer le juge des libertés et de la détention de cette hospitalisation contrainte, lui fournir un certain nombre de documents pour lui préciser que les choses ont été faites en respectant la loi et en respectant le droit d'information du patient. Et le juge va donc recevoir les personnes, ça se fait... sauf si l'état de santé du patient ne le permet pas, mais ça se fait donc en présentiel, comme on dit maintenant depuis le Covid. Donc ça se fait en présentiel et le juge va contrôler la régularité de la procédure d'admission, vérifier que l'hospitalisation est médicalement justifiée. Il s'entretient aussi avec le patient, même s'il n'est pas médecin, il essaie de se faire une idée de la situation. Il s'assure du respect des droits du patient et il statue sur le maintien ou la levée de la mesure. Par exemple, le juge peut tout à fait avoir un doute sur l'opportunité de cette mesure et demander une expertise psychiatrique par un psychiatre qui n'a pas, jusqu'à présent, qui n'est pas intervenu pour ce patient, pour qu'il statue sur le fait que cette privation de liberté est justifiée ou non, au sens médical du terme, psychiatrique du terme. Il peut aussi lever sans avoir à se justifier de ce qu'il fait. Au-delà de la privation de liberté, il y a la problématique de l'isolement et de la contention. Jusqu'à il y a peu, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de loi qui encadrait ces pratiques-là. Il y a eu des recommandations par l'HAS et puis maintenant des lois, une loi en 2016 et une loi plus récemment en 2020 qui viennent encadrer de façon très, très précise, très stricte, les situations donc d'isolement et de contention de patients en psychiatrie. La première chose, c'est que la loi rappelle bien que ce sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, donc l'étape antérieure, et qu'on ne peut procéder à ce type de pratique que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou quelqu'un d'autre, et ce, sur décision motivée d'un psychiatre, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. C'est le texte de loi que je vous ai remis là. Et bon, la mise en œuvre fait l'objet d'une surveillance stricte confiée à l'établissement, etc., etc. La durée de la mesure est aussi fixée par la loi. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures au départ. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par période de 12 heures, dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48 heures. La contention, c'est 6 heures, durée totale 24 heures. À titre exceptionnel, on peut dépasser ces délais-là, mais quand on dépasse ces délais-là, il y a à nouveau mobilisation du juge des libertés et de la détention qui statue sur le bien fondé de ces mises en œuvre d'isolement et ou de contention.
Les indications de l'isolement, les indications de la contention, c'est la prévention de la violence imminente du patient ou répondre à une violence immédiate non maîtrisable sous-tendue par des troubles mentaux avec un risque grave pour l'intégrité du patient ou celle d'autrui. Uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées moins restrictives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui. Exceptionnellement, en dernier recours, pour une durée limitée strictement nécessaire après évaluation du patient. On ne peut isoler que les patients faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. La loi le redit, là c'est les recommandations de l'HAS. La contention mécanique ne peut s'exercer que dans le cadre d'une mesure d'isolement. On ne peut pas contenir quelqu'un sur un lit en dehors d'une chambre fermée. Il faut que les mesures soient pleinement justifiées par des arguments cliniques et on doit lever ces mesures dès que leur maintien n'est plus justifié. Les contre-indications, qui sont là aussi rappelées par l'HAS, on ne peut pas isoler ou contenir un patient pour le punir, lui infliger des souffrances ou de l'humiliation ou établir une domination. En aucun cas pour résoudre un problème administratif, institutionnel ou organisationnel, ni répondre à la rareté des intervenants ou des professionnels. On ne peut pas le faire si l'état clinique ne le nécessite pas et il faut réfléchir aux bénéfices et aux risques sur l'état somatique, en particulier du malade et le retentissement sur lui de telles mesures si on doit les mettre en œuvre. Donc, alors pourquoi la contrainte est possible en psychiatrie? Ça semble assez contradictoire avec le principe du droit au refus de soins, mais il y a des particularités aux troubles psychiatriques et en particulier certains troubles mentaux, pas tous, vont altérer la perception de la réalité et les capacités de jugement du patient et qui fait qu'il ne sera pas dans une demande de soins alors que, on le soulignait tout à l'heure, il est dans un inconfort. Le patient, il n'est pas toujours conscient de ça. Hein. J'ai remis ce terme d'anosognosie là, qui est maintenant bien connu, la non-conscience des troubles. Hein. La personne elle-même n'est pas toujours, en fonction de sa pathologie, à même de pouvoir se rendre compte de sa situation de santé. Et donc le consentement ou le refus de soins, ils sont recevables et en psychiatrie comme ailleurs, mais que si le consentement ou le refus sont éclairés, ce qui n'est pas toujours possible dans des situations précises de certains malades. Et donc ne pas contraindre les patients dans ces cadres-là, ce serait ne pas prendre en compte les caractéristiques même de leurs troubles qu'on prétend soigner, ce qui serait donc maltraitant de les laisser comme cela. Ce qu'il faut voir, c'est que la contrainte est toujours très temporaire, car on a affaire à des situations où l'altération du jugement ne sera pas complète ou permanente. Par exemple, ces dispositions-là ne s'appliquent pas à des personnes qui auraient des troubles cognitifs qui seraient irréversibles, comme dans la démence. Hein, vous savez que dans les établissements âgés pour personnes dépendantes, il y a des personnes qui sont privées de liberté aussi, qui sont dans des secteurs fermés, et qui ne font pas l'objet de dispositions comme ça, de contraintes de soins, parce qu'on considère finalement que l'altération de leur jugement, elle est permanente, elle ne sera pas réversible, et que du coup, on n'est pas dans le cadre d'une pathologie évolutive avec une altération du jugement qui serait temporaire. Une part importante du travail de soins, donc au cours de la contrainte, mais d'une façon générale en psychiatrie, vise à obtenir une bonne alliance thérapeutique avec le patient et son entourage. Et dans la majorité des cas, même les pathologies sévères, les soins sont dispensés sans contrainte. La plupart des patients pris en charge en psychiatrie ne sont pas pris en charge dans le cadre de la contrainte. Et la contrainte n'est qu'un moyen thérapeutique et non une finalité ou un moyen de contrôle social. J'ai amené juste des chiffres parce que sur le rapport qu'on a fait, sur le rapport d'activité du CHU de 2024, pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 1123 patients qui ont été pris en charge en hospitalisation complète. Il y a eu 198 séjours sans consentement, donc ce n'est pas beaucoup, et 61 patients qui ont fait l'objet d'une mesure d'isolement. Hein, donc il y a 1123 patients, 61 seulement ont fait l'objet d'une mesure d'isolement et 19 l'objet d'une mesure de contention. Pour ramener des chiffres par rapport à une certaine réalité, tout à l'heure, dans le rapport qui nous a été présenté du Conseil national consultatif d'éthique, on dit qu'il y a une augmentation de ces modes de soins. Alors c'est vrai, mais pas forcément partout. Hein, c'est aussi, bien sûr, une question de moyens, ça a été dit dans le rapport.
Alors, quelques points sur les enjeux éthiques de la contrainte en psychiatrie. C'est vrai que ça met en tension des principes fondamentaux entre le respect de l'autonomie, la bienfaisance et la non-malfaisance. Le dilemme, c'est d'un côté de porter atteinte gravement aux libertés individuelles et à la dignité de la personne en la contraignant à des soins. De l'autre côté, c'est le devoir de protection que l'on peut avoir envers des personnes qui sont vulnérables, temporairement incapables de prendre soin d'elles-mêmes ou qui représentent un danger pour autrui. Ce dilemme, il se cristallise finalement autour de la notion de consentement. Jusqu'à quel point les troubles mentaux altèrent-ils la capacité d'une personne à consentir? Et c'est tout l'enjeu de la question de la privation de liberté. Un patient qui n'a pas de difficulté à consentir, qui peut avoir un consentement éclairé, s'il refuse des soins, même psychiatriques, on ne peut pas le contraindre à des soins. Donc la difficulté, bien sûr, c'est d'évaluer cette capacité de manière fiable, et c'est tout l'enjeu du travail à la fois au départ dans le soin, mais tout au long des procédures de contrainte de soins qui se doivent d'être le plus court possible. Une fois que le patient a récupéré une capacité de consentir, il est important qu'il puisse être, que la contrainte de soins puisse être levée pour qu'il puisse être en soins libres et décideur de ce qui se passe pour lui. Sur la capacité à consentir aux soins, il y a des éléments importants à avoir en tête. La capacité, c'est la capacité à recevoir une information adaptée, donc la capacité à comprendre et à écouter, ce qui n'est pas toujours possible dans des situations aiguës de troubles, la capacité à raisonner, la capacité à exprimer librement sa décision, et aussi, et c'est important, la capacité à maintenir sa décision dans le temps. Parce que nos processus de soins, ils prennent un peu de temps, et si la personne n'est pas en capacité de pouvoir maintenir un consentement aux soins dans la durée, ça ne permet pas de prodiguer les soins de bonne façon. Je ne reviens pas donc sur ce qui nous a été présenté tout à l'heure, mais c'est vrai que la situation de crise dans laquelle on se trouve en psychiatrie en France actuellement, c'est allé jusqu'à alerter effectivement le CCNE et qui a rédigé cet avis 147, où sont mis en avant ce qui nous a été dit tout à l'heure, donc une situation extrêmement critique. Bon, moi j'ai tendance à penser que cette situation critique sur la psychiatrie et sur ce qui nous a été dit, c'est-à-dire que la discipline psychiatrique était la 39e choisie sur 44, je crois bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que c'est sans doute aussi lié à la façon dont la sélection est faite initialement sur les personnes qui se dirigent sur des études médicales. Il faudrait peut-être réfléchir à cela. Donc le recours à la contrainte en psychiatrie est-il maltraitant? Non, s'il est utilisé à bon escient, si la contrainte ne vient pas pallier à l'inadéquation des moyens, en particulier humains. Non, si cette contrainte est utilisée dans le strict respect du cadre législatif, déontologique et éthique. Et c'est au contraire bien traitant car ça prend en compte les spécificités des troubles de certains patients à un moment donné et de son entourage à un moment précis de son parcours. Et je termine juste avec une citation d'Henriet, un psychiatre français qui a beaucoup précisé le cadre de la psychiatrie et qui a aussi rédigé, alors avec quelques comparses, un manuel de psychiatrie. Il soutenait que la pathologie mentale est la pathologie de la liberté, et que c'est ce reflux de l'être vers les forces aveugles de son destin qui constitue la loi d'organisation de sa désorganisation pathologique. Voilà, mais pour mettre en écho la question de la liberté et la question de la pathologie mentale, de la pathologie psychiatrique dans ce cas-là de plus saillant. On a aussi effectivement un peu parlé ce matin des problématiques de santé mentale. Là, on parle stricto sensu de la pathologie mentale, la pathologie psychiatrique et certaines situations de pathologie psychiatrique, encore une fois, qui ne recouvre pas, loin s'en faut, l'ensemble des problématiques des personnes que nous prenons en charge en psychiatrie. C'est pour ça que j'ai donné quelques chiffres. Encore 2-3 minutes avant de passer aux deux orateurs suivants pour des questions. Allez-y, monsieur. Et après Claude.
Ah ben voilà, c'est mieux. Oui, donc Laurent Charles, l'UNAFAM. Je crois qu'il y a actuellement 10% des établissements autorisés à pratiquer la contention qui ne pratiquent plus la contention. Par ailleurs, l'UNAFAM a produit un manifeste pour l'abolition de la contention. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Il est prouvé depuis longtemps que la contention n'a aucune valeur thérapeutique. D'accord ? Si on la met en œuvre, c'est simplement pour protéger la personne ou protéger les soignants le temps que les traitements fassent effet. Je n'ai pas détaillé, mais aujourd'hui, on est sur des durées de contention. Alors, j'ai dit le nombre exact, c'est 19, mais sur les plus de 1000 patients reçus en hospitalisation complète, les durées de contention sont très réduites. Je disais tout à l'heure que la loi précisait que c'était par séquence de 6 heures que ça devait se prescrire. La plupart des patients ne restent pas 6 heures en contention. Il faut le temps que les traitements les apaisent, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, soit vis-à-vis des soignants. L'idée, ce serait effectivement d'arriver à zéro contention, parce que ça n'a pas de valeur thérapeutique, d'accord ? Le problème, il est dans ce qui nous a été présenté tout à l'heure sur l'état de santé de la psychiatrie. Il y a l'état de santé des malades, mais il y a l'état de santé de la psychiatrie et les moyens humains qui font défaut pour permettre de pouvoir s'en passer encore plus. L'idée, ça serait effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais depuis longtemps, on le dit, ça n'a pas de valeur thérapeutique. En revanche, ça permet, dans des cas extrêmes et rares et le moins longtemps possible, de protéger la personne et de permettre l'intervention des soignants aussi en sécurité pour les soignants. Vous pouvez juste préciser pour moi, votre association, c'est l'acronyme ? UNAFAM. UNAFAM, une association de familles qui accompagne les familles ayant un proche souffrant de troubles psychiatriques sévères. Merci. Oui, moi je m'intéresse à ces affaires de soins ambulatoires sous contrainte. Comment est-ce que ça s'organise, ce genre de choses? Puisque là, on est toujours dans des délais de temps très contraints, et à partir du moment où les gens sont en ambulatoire et ont quitté l'hôpital, comment est-ce que vous organisez ça? Alors, il y a donc deux grands principes de contrainte de soins. On a dit les patients qui ont des troubles vis-à-vis d'eux-mêmes et les patients qui ont des troubles qui menacent donc la sécurité des personnes et l'ordre public. On peut les prendre en charge en hospitalisation et depuis l'évolution de la loi, on peut établir un programme de soins ambulatoires avec la nécessité pour le patient de revenir à des consultations, à des séquences de prise en charge ambulatoire d'hôpital de jour ou autre, dans le cadre de la contrainte de soins. S'il ne s'y confère pas, on les réintègre en hospitalisation. Alors ça pose tout le problème, là encore, des moyens, c'est-à-dire qu'un patient qui est en soins sous contrainte à la demande d'un tiers, donc à la demande de son entourage parce qu'il présente des troubles, si il ne se présente pas aux consultations qui sont orchestrées dans son programme de soins, il faut qu'il réintègre l'hôpital. La question, c'est qui le ramène à l'hôpital? Est-ce que c'est le tiers qui a été demandeur des soins? Est-ce que c'est la structure hospitalière qui va le chercher et avec quels moyens? Dans le cadre du soin à la demande du représentant de l'État, les choses sont beaucoup plus simples parce que c'est le représentant de l'État qui a demandé les soins. Et donc là, si la personne ne se conforme pas aux soins qui ont été mis en œuvre, mis en place en ambulatoire, avec l'obligation de venir à des consultations, etc., à ce moment-là, on peut requérir les moyens de l'État pour aller le chercher, ça change la donne. Voilà. Donc après, ces histoires de contraintes de soins ambulatoires, alors moi, à titre personnel, j'en fais jamais. Alors, nous, à l'hôpital où je travaille au CHU, on ne reçoit pas de RE, on ne reçoit pas de patients hospitalisés à la demande du représentant de l'État, on reçoit des patients hospitalisés à la demande d'un tiers. Et je pense que la contrainte de soins ambulatoires pour des patients qui sont effectivement sur ce mode d'hospitalisation-là, je pense qu'on peut arriver à faire autrement pour organiser les soins des personnes que de maintenir une contrainte. Moi, ma pratique de la contrainte de soins, c'est que ce soit le plus court possible. Dès que le patient a récupéré, c'est pour ça qu'on a beaucoup de patients qui ne vont même pas au juge des libertés parce qu'on lève avant le 12e jour. Les patients vont mieux, ils acceptent la situation de santé, ils comprennent la nécessité des soins et du coup, on essaie le plus rapidement possible de lever cette contrainte. Dès que le patient a récupéré une capacité à consentir, une capacité à se rendre compte de ce qui lui arrive,
on essaye de travailler avec la part de récupération du malade pour arriver à organiser des soins comme on le fait pour la plupart des patients. D'autres questions? Oui, merci en tout cas Olivier pour ta présentation très claire. J'avais deux commentaires. Un conseil déjà, si vous ne l'avez pas encore vu, le film de Raymond Depardon qui s'appelle 12 jours, justement, en lien avec cette nuit, et qui nous permet de suivre ces interactions entre juge des libertés et les patients hospitalisés en soins sans consentement. Ça n'a pas été souligné, mais nos interactions avec les juges sont pas toujours évidentes, puisque le juge a le droit d'évaluer sur le fond et la forme les certificats médicaux qui sont établis. Et donc, la forme est très importante, évidemment, dans le droit. Et nous, on n'est pas forcément très bien formés. Donc, aujourd'hui, on l'est de plus en plus parce que c'est un enjeu pour nous. Il faut faire des certificats qui sont compréhensibles par le juge. Donc, il faut aussi arriver à ne pas utiliser toujours notre jargon psychiatrique. Et puis, il faut respecter un eurodatage. Enfin, il faut être très précis. Sinon, il peut y avoir des levées de demandes de soins sans consentement qui ont parfois des conséquences dramatiques et qui nous obligent parfois à refaire toutes les modalités de soins sans consentement qui sont assez lourdes et qui peuvent, et on peut nous opposer, en tout cas, une sorte d'acharnement aux soins sans consentement. Donc c'est un sujet pour nous et les services administratifs de l'hôpital sont très vigilants à ce type de remplissage. Une deuxième remarque que je voulais faire pour élargir la question de la privation de liberté au-delà des soins sans consentement, c'est qu'on a des patients qui sont hospitalisés de façon libre, de leur plein gré, mais dont, on va dire, le consentement peut fluctuer un petit peu au cours du temps et de leur prise en charge. Et donc, pour vous citer un exemple, on peut avoir des patients souvent pour lesquels on va négocier un maintien dans l'unité pour assurer, on va dire, un accompagnement aux soins le plus optimal possible parce qu'il y a un risque de passage à l'acte suicidaire à certains moments de la journée, parce qu'il y a une montée d'anxiété, par exemple, parce qu'il y a des problèmes addictifs et qui risquent d'être exposés à des substances et des reprises de consommation. Et donc, on se retrouve confronté à une double opposition qui est celle du droit d'aller et venir au sein de l'établissement des patients. Et le CHU est grand. Et une autre contrainte qui est celui du défaut de surveillance de l'équipe et du service qui assure la prise en charge du patient. Et ça, c'est aussi une problématique pour nous. Et évidemment, dans ces situations-là, on ne fait pas des soins sans consentement. Et donc, on est toujours entre ces deux problématiques, qui est à la limite de la privation de liberté, évidemment, et de l'autre, à la question des soins les plus optimales pour nos patients. Peut-être alors, question rapide et réponse rapide. D'accord. Dernière. Juste, je voulais savoir si cette réglementation, elle diffère beaucoup avec la psychiatrie en pédiatrie. Et est-ce que cette réglementation est spécifique à la France, mais aussi aux autres pays européens? Ça va être une réponse longue, là, je pense. Non, c'est assez court. En fait, cette notion de contrainte de soins en psychiatrie, elle existe dans bien des pays. En Allemagne, il y a ça aussi, par exemple, pour donner un exemple. Mais donc oui, parce que c'est un problème sociétal, si vous voulez. C'est la question on le disait tout à l'heure, c'est le retentissement des difficultés de santé d'une personne sur elle-même et sur la société. Donc maintenant, il y a des réflexions et des évolutions dans tous les pays européens pour essayer de préserver au mieux les libertés individuelles, etc. Mais il y a des dispositifs assez similaires qui permettent, dans une certaine mesure, des soins contraints pour ces situations-là. Vous aurez la réponse sur la pédiatrie pendant la pause. La pédiatrie, alors en pédopsychiatrie, les personnes hospitalisées en pédopsychiatrie, donc qui sont mineures, le sont à la demande de leurs parents. Mais c'est du soin libre, au sens de la loi. D'accord ? Donc on ne peut pas pratiquer normalement l'isolement et la contention chez des patients mineurs. C'est ce que rappelle la loi, enfin, etc., etc. Il y a des situations très particulières qui le permettent. On peut transformer le mode d'hospitalisation d'un patient mineur en soins contraints, mais à ce moment-là, c'est dans le cadre d'hospitalisation du représentant de l'État, et là, ça peut donner lieu
pour des grands adolescents, on va dire, à des situations d'isolement ou de contention qui peuvent et qui après se calquent sur ce qui existe sur la loi pour les adultes. Merci beaucoup.